La salle d'hôpital devint silencieuse tandis que le docteur Henry refermait le dossier. « Lésion de la moelle épinière », dit-il d'une voix mesurée. « Et définitive. Vous serez en fauteuil roulant pour le reste de votre vie. » Vivant ne pouvait plus respirer, fixant ses jambes comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Sa mère se détourna. Son fiancé Corbin lâcha sa main, ses pas résonnant dans le couloir. Seul Carter resta, un père célibataire qu'elle connaissait à peine. Il s'agenouilla à côté du fauteuil roulant, posa sa main sur la sienne et murmura d'une voix rauque d'émotion, « Si tu ne peux pas marcher, je serai tes jambes. » 3 jours plus tôt, Vivant contrôlait tout dans sa vie. À 32 ans, elle dirigeait sa propre société de conseil, portait des tailleurs sur mesure qui imposaient le respect, et avait planifié un mariage à la perfection. Le contrôle n'était pas seulement une préférence, c'était son identité. Corbin semblait parfait. Banquier d'investissement, montre chère, Mercedes en leasing. Sa mère, Bernice, l'adorait, ce qui comptait plus que Vivant ne l'admettait. Bernice mesurait le succès aux apparences. Elle mentionnait le nom de Vivant à chaque rassemblement social comme preuve de sa bonne éducation. Carter vivait dans une Amérique différente. À 35 ans, il élevait seul sa fille Gwen dans un appartement exigu où il travaillait sporadiquement. Il faisait des doubles shifts à la blanchisserie de l'hôpital, respirant la vapeur et l'eau de Javel pendant 12 heures, les mains gercées par les détergents industriels. Les week-ends signifiaient des heures supplémentaires à nettoyer l'équipement médical parce que le loyer se fichait de l'épuisement. Son manager, Otis, savourait son petit pouvoir, lui rappelant chaque semaine que le retard signifiait le renvoi, que Vinga voulait son job. La nuit où tout changea. Carter avait $43 dans son portefeuille. La fièvre de Gwen avait grimpé à 39,4 degrés Celsius, le forçant à aller aux urgences. $43 signifiaient des antibiotiques, mais pas de course. Une autre semaine de riz en lui disant qu'il avait mangé au travail. Ils se rencontrèrent dans le couloir des urgences. Carter était assis avec Gwen blottie contre lui quand les portes de l'ambulance s'ouvrirent en grand. Les paramédics firent entrer une femme, cheveux noirs collés par le sang, yeux écarquillés de choc. Il observa parce que la tragédie exige des témoins. Il vit sa main se tendre, ses lèvres former un nom. Il vit l'homme qui aurait dû prendre cette main, Corbin, dans son costume à $1000, reculer au lieu de cela, téléphone pressé contre l'oreille. Puis Carter remarqua quelque chose d'anormal. Un autre homme approcha Corbin, quelqu'un qui se déplaçait avec une confiance ombreuse. Plus tard, il apprit son nom, Bernie. Ils parlèrent en murmures urgents. Carter avait travaillé assez de jobs de service pour être invisible, pour entendre des conversations privées. Il capta des fragments. Documentation d'assurance. Assure-toi qu'elle ne se souvienne de rien. Gère le rapport de police. Et pour la ligne de frein? La dernière phrase glaça le sang de Carter. Il avait travaillé dans la réparation auto pendant ses 20 ans. Il connaissait chaque partie d'une voiture. Les lignes de frein ne lâchaient pas au hasard dans les véhicules modernes. Il rangea cette observation. Se dit que ce n'était pas ses affaires. Se concentra sur la respiration de Gwen et les factures qu'il ne pouvait pas payer. Quand le docteur Henry délivra le diagnostic de Vivant le lendemain matin, la pièce devint un tombeau. Paralysie permanente, pas de récupération, blessure altérant la vie. Vivant regarda sa mère en suppliant silencieusement du réconfort. Bernice pressa son mouchoir contre ses lèvres et se tourna vers la fenêtre, incapable d'affronter la nouvelle réalité de sa fille. La fille parfaite était devenue imparfaite, et Bernice n'avait pas de script pour ça. Corbin fit 2 pas en arrière comme si le handicap pouvait être contagieux. Son visage montrait de la pitié mêlée de dégoût. Un homme réévaluant un mauvais investissement. Je t'appellerai plus tard. J'ai des choses de travail à gérer. Il était parti avant que Vivant puisse répondre. L'assistante sociale Hélène avait besoin de signatures. Quelqu'un devait s'assurer que Vivant ne serait pas transféré dans un établissement public à 3 heures de là. Bernice secoua la tête. Elle ne pouvait pas gérer ça publiquement, pas où les voisins pourraient juger. Corbin prétendit des affaires urgentes. Hélène regarda autour de la pièce avec un désespoir tranquille et croisa le regard de Carter. Il était encore là. Il était assis dans le coin depuis l'aube avec Gwen endormie sur ses genoux, attendant l'examen de suivi de sa fille. « Pouvez-vous signer comme contact temporaire ?» demanda Hélène, sa voix fatiguée d'avoir vu trop de familles s'effondrer.
Juste jusqu'à ce que des arrangements familiaux appropriés soient faits. Carter regarda Vivant, la regarda vraiment. Il vit au-delà du sang et de l'équipement et du fauteuil roulant. Il vit la même terreur qu'il avait ressentie 4 ans plus tôt quand on lui avait parlé de Mathilda, sa femme. Quand il avait été dans un couloir des urgences seul parce qu'il travaillait un shift de nuit et n'était pas arrivé à temps. Il vit quelqu'un se noyer pendant que les gens censés l'aimer nageaient au loin. Il prit le stylo. Sa signature avait à peine séché quand son téléphone vibra. Otis, si tu es encore à cet hôpital à jouer au héros, ne te donne pas la peine de revenir. Ton shift a commencé il y a 20 minutes. Carter lut le message 2 fois, sentit son estomac se nouer, puis éteignit son téléphone. Il venait de perdre sa seule source de revenus. Mais en regardant Vivant assise immobile dans ce fauteuil roulant, son monde entier effondré autour d'elle, il savait qu'il avait fait le bon choix. Gwen remua contre lui, marmonna quelque chose sur des goldfish, et Carter réalisa qu'il n'avait aucune idée de comment il la nourrirait la semaine prochaine. Il trouverait. Il trouvait toujours. Les jours suivants se fondirent en cauchemar. Chaque matin, Vivien oubliait pendant 3 secondes, puis se souvenait. Le fauteuil roulant était posé à côté de son lit comme un verdict. Chaque petit bruit, grincement de roue, clic de frein, ajustement de lit, lui rappelait cette nouvelle vie. Corbin visita une fois de plus. Il apporta des orchidées blanches chères, se tint près de la porte positionnée pour une sortie rapide. « Tu dois être forte là-dessus. » dit-il, sans jamais croiser son regard, évitant soigneusement ses jambes ou le fauteuil roulant. Il mentionna reporter le mariage. Avec désinvolture comme reporter un rendez-vous chez le dentiste. Avant de partir, il glissa un dossier Manila sur sa table. Document de procuration. Purement pratique. Quelqu'un doit gérer tes affaires pendant que tu récupères. Bernice venait quotidiennement, ce qui était pire que de rester éloignée. Elle redressait les draps avec des mouvements tendus et en colère, marmonnant sur l'inconvénient. On devrait te déplacer chez moi. Garder ça privé. Tu ne veux pas que tout le monde te voie comme ça. Comme ça, comme si Vivant était devenu quelque chose de honteux. Carter se présenta avec une soupe chaude dans un thermos. Il apporta une couverture douce lavande que Gwen avait choisie, lavée jusqu'à ce qu'elle soit douce comme des nuages. Il ne posait jamais de questions vides. Juste. Est-ce que la douleur est pire aujourd'hui? As-tu dormi? Il écoutait, prenait des notes mentales, s'adaptait. Gwen s'asseyait à colorier, babillant sur la 2e année. Marcus a apporté son hamster pour le show and tell et il s'est échappé et Madame B. Thompson a crié et est montée sur son bureau et tout le monde a ri et c'était la meilleure journée de tous les temps. Elle levait les yeux avec un sourire édenté, traitant Vivant comme une personne au lieu d'une tragédie. La salle de kinésithérapie devint un enfer pendant la première session de Vivant. La kiné Ingrid encourageait le transfert du fauteuil roulant aux barres parallèles. Vivien agrippa le métal, essaya de se hisser avec la force des bras seuls. Ses muscles lâchèrent après 3 secondes. Elle s'effondra sur le sol rembourré, impuissante comme un scarabée renversé. L'humiliation était complète. Les larmes vinrent chaudes et furieuses. Quand Ingrid se pencha pour aider, Vivant hurla « Ne me touche pas. Je n'ai besoin de la pitié de personne. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôpital, Vivien remarqua les papiers que Corbin avait laissés. Elle les lut attentivement, son esprit juridique coupant à travers le jargon. Si elle signait ces documents, Corbin contrôlerait toutes ses décisions médicales. Il gérerait ses finances pendant sa période d'incapacité. Il aurait autorité sur sa propriété, son entreprise, sa vie. Et la formulation suggérait que ce transfert de pouvoir pourrait être permanent, selon comment un tribunal interpréterait sa capacité. Ses mains tremblaient. Elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Si Corbin obtenait ce pouvoir, se prouver compétente pour le reprendre serait presque impossible. Elle serait piégée, dépendante, contrôlée. Une partie d'elle, la partie épuisée et terrifiée, voulait signer quand même, laisser quelqu'un de capable gérer la tâche impossible de reconstruire son existence brisée. Mais un instinct plus profond murmurait des avertissements qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler encore. Carter commença à aborder les soins de Vivant comme un homme étudiant pour les examens de médecine. Il acheta un cahier pour $3 à la pharmacie et le remplit d'observations. Il mesura les largeurs de porte dans son appartement. Il rechercha les types de coussins pour fauteuil roulant et la prévention des escarres.
Il observa Ingrid pendant les sessions de thérapie, mémorisant les techniques de transfert appropriées, comprenant qu'un mauvais mouvement pouvait blesser davantage la colonne de Vivien ou causer une douleur terrible. Les moments les plus difficiles venaient pendant les soins personnels. La première fois que Vivien eut besoin d'aide pour se laver. Carter approcha avec l'efficacité clinique d'un infirmier professionnel et le respect d'un gentleman opérant sous un code d'honneur strict. Il installait tout à sa portée. Savon, gants de toilette, serviettes, puis tournait le dos et la guidait à travers chaque étape. Peux-tu atteindre le robinet? Dois-je ajuster la température de l'eau? Dis-moi si tu as besoin que quelque chose soit déplacé. Sa voix restait stable, factuelle, vide de pitié ou de malaise. Quand Vivien pleura de l'humiliation de devoir de l'aide pour laver ses propres cheveux, Carter n'offrit pas de platitude fausse sur le fait que tout irait bien. Il dit simplement, « Tu gères quelque chose d'impossible qui demande une force que la plupart des gens n'ont jamais besoin. Et je ne te vois pas comme tu penses que je te vois. Je ne vois pas de faiblesse. Je vois quelqu'un qui se bat. » Gwen devint le pont dont aucun des adultes ne savait qu'ils en avaient besoin. Elle décora les poignées du fauteuil roulant avec des rubans colorés et de petites clochettes de sa boîte à bricolage, déclarant que l'équipement médical avait besoin de plus de magie. Elle visitait après l'école, pleine de questions et d'observations. Mon ami Esha a aussi un fauteuil roulant. Et elle dit que faire la course dans le couloir est vraiment fun. Peux-tu faire des roues arrière? Puis-je m'asseoir sur tes genoux un jour? Son honnêteté brutale d'enfant coupait à travers la maladresse adulte comme un couteau propre. Carter passait ses soirées après que Gwen se soit endormie à transformer l'espace de vie de Vivien. Il ne pouvait pas se permettre des entrepreneurs professionnels, alors il construisit une rampe en bois pour fauteuil roulant à partir de bois de récupération trouvé derrière des chantiers de construction, la ponçant lisse sur 3 nuits jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal. Il réarrangea les meubles pour créer des chemins clairs, mesura chaque rayon de virage de manière obsessionnelle. Sa dernière possession de valeur était l'alliance de Mathilda, or blanc avec un petit diamant, gardé dans une chaussette au fond de son tiroir pendant 4 ans. Il la vendit à un prêteur sur gage pour $260 et utilisa l'argent pour acheter une barre d'appui de douche appropriée et une chaise de douche. Le quartier remarqua. Les murmures voyageaient à travers le complexe d'appartements comme l'eau trouvant des fissures. La femme du 3B dit à sa sœur qui dit à la barista du matin qui mentionna à un autre client que le pauvre père célibataire du 2e étage s'occupait maintenant d'une femme riche probablement pour l'argent. Quelqu'un prit une photo de Carter poussant Vivant dans le parc, sa tête penchée en arrière dans un rare éclat de rire à quelque chose que Gwen avait dit, et l'envoya à Corbin avec un message. Ton ex passe à autre chose vite. Quand Corbin vit cette image sur son téléphone, quelque chose de sombre traversa son visage. Il se présenta à l'appartement de Vivant le soir suivant. Son sourire tranchant comme du verre brisé, sa voix miel sur poison. Ne trouves-tu pas ça étrange, dit-il, se perchant sur la coudoir de son canapé sans invitation. Qu'un homme qui n'a rien devienne soudain si dévoué. Que quelqu'un luttant pour nourrir sa propre fille se consacre à une femme qui a tout ce dont il a besoin. Il laissa ça pénétrer. Les gens ne font pas les choses gratuitement, Vivant. Tout le monde a un angle. La graine du doute prit racine dans un sol rendu fertile par la honte et la peur. Cette nuit-là, Vivien observa Carter organiser ses médicaments dans un conteneur hebdomadaire. Ses mains soigneuses et précises, et pour la première fois, elle se demanda. Il était désespéré, assez fauché pour faire des doubles shifts, en retard sur le loyer, une crise loin de perdre la garde de Gwen. Et voilà Vivant, handicapé, mais riche, vulnérable, mais riche en ressources. Le calcul était assez simple pour la rendre malade. Quand il la surprit en train de le fixer avec suspicion dans les yeux, elle détourna le regard, la honte brûlant sa poitrine. Mais le doute ne partait pas. La confrontation vint 3 jours plus tard. Carter venait de border Gwen dans la chambre d'amis, lisant son histoire préférée sur un dragon qui apprenait à tricoter, l'embrassant sur le front pour bonne nuit. Il revint au salon pour trouver Vivant pleurant silencieusement, son fauteuil roulant face à la fenêtre obscure, son reflet fantomatique dans la vitre. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sur chaque mot. « Est-ce parce que tu as besoin d'argent? Parce que tu penses que je te paierai éventuellement? Est-ce que ma tragédie est juste ton opportunité? » Carter resta figé comme si elle l'avait physiquement frappé. Il n'argumenta pas, ne se défendit pas, n'essaya pas de la convaincre de ses motifs purs. Au lieu de cela, il posa une enveloppe sur la table basse, des reçus pour tout ce qu'il avait acheté,
une liste manuscrite des heures passées à l'aider, des notes détaillées sur ce qu'il avait construit et réparé. Au bas, une seule phrase. Je partirai si tu veux. Tu n'as jamais été une obligation. La main de Vivant trembla tandis qu'elle prenait le stylo, tirait les papiers de procuration de Corbin vers elle. Ce serait plus facile, n'est-ce pas? Arrêtez de lutter. Arrêtez de se débattre. Laissez quelqu'un de capable gérer les morceaux brisés de sa vie. Le stylo toucha le papier. Commença à former la première lettre de sa signature. La porte de la chambre s'ouvrit. De petits pas traversèrent la moquette. Gwen, cheveux en désordre d'un sommeil presque, courut droit vers le fauteuil roulant et enroula ses bras minces autour du cadre métallique. Mademoiselle Vivi, s'il te plaît ne renvoie pas papa. Elle sanglota dans les genoux de Vivien. Il n'est pas méchant comme le copain de maman l'était avant qu'elle parte. Papa est bon. Je te promets qu'il est vraiment, vraiment bon. Le stylo tomba des doigts de Vivien. Elle regarda cet enfant qui avait perdu sa mère, qui avait été abandonné par quelqu'un qui aurait dû rester, qui savait ce que c'était que d'être laissé derrière. Elle regarda Carter, l'épuisement gravé sur son visage, l'homme qui avait abandonné son job et sa dernière possession de valeur pour quelqu'un qu'il connaissait à peine, et elle comprit qu'elle avait attaqué la seule personne qui s'était prouvée digne de confiance, parce que faire confiance semblait plus dangereux que la suspicion. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. » C'est alors que Carter raconta enfin la vérité sur pourquoi il était resté. L'histoire qu'il avait gardée enfermée. Sa femme, Mathilda, était morte dans un accident de voiture 4 ans plus tôt. Elle l'avait appelé pendant son shift de nuit. Dit qu'elle se sentait malade, peut-être la grippe, peut-être pire. Il lui avait dit d'attendre jusqu'au matin, qu'il ne pouvait pas quitter le travail, qu'Otis le virerait. 2 heures plus tard, un inconnu appela de son téléphone. Mathilda s'était effondrée, avait conduit elle-même aux urgences, était morte seule dans un couloir avant que quiconque réalise à quel point c'était grave. La voix de Carter se brisa en le racontant, « Je n'étais pas là. J'ai choisi de garder un job plutôt que d'être avec elle, et je me suis haï chaque jour depuis. Quand je t'ai vu aux urgences, tout le monde partant, tout le monde trouvant des raisons d'être ailleurs, j'ai pensé, peut-être que cette fois je peux choisir différemment. Peut-être que cette fois je peux rester quand quelqu'un a besoin qu'on reste. » Mais rester avait révélé quelque chose d'autre qu'il ne pouvait ignorer. Carter se souvenait de cette première nuit. La conversation étouffée entre Corbin et Bernie près des distributeurs. Les fragments de dialogue l'avaient tourmenté pendant des semaines. Maintenant, il ajoutait un autre détail. Quand les paramédics avaient chargé Vivant dans l'ambulance, il avait aperçu sa voiture sur le camion de remorquage à travers les fenêtres de la baie des urgences. La ligne de frein avait l'air fausse, sectionnée trop proprement, trop complètement. Il avait travaillé dans la réparation auto assez longtemps pour reconnaître un sabotage délibéré quand il en voyait un. « Vivien, dit-il prudemment, choisissant ses mots comme pour désamorcer une bombe. Je pense que tu dois regarder ton rapport d'accident à nouveau. Le regarder vraiment. » Elle ouvrit le fichier numérique sur sa tablette, le rapport de police officiel qu'elle avait lu une fois à l'hôpital, puis essayait d'oublier. Maintenant, elle le lut avec l'œil suspicieux d'une avocate. Plusieurs pages manquaient de ce qui aurait dû être un dossier complet. Le nom de l'officier enquêteur était Ronnie Patterson. Le superviseur du parc de remorquage qui avait géré son véhicule était le cousin de Bernie. Trop de connexions, trop de lacunes, trop de coïncidences commodes. Quelque chose de froid et tranchant se cristallisa dans la poitrine de Vivant. Elle pensa au comportement de Corbin, au timing, au papier de procuration, à l'urgence de la faire signer pendant qu'elle était la plus vulnérable. Elle pensa à la dernière conversation qu'ils avaient eue avant l'accident quand elle lui avait dit qu'elle voulait reporter le mariage et revoir leurs accords financiers communs parce que quelque chose clochait dans ses affaires récentes. Le fauteuil roulant ne semblait plus la pire chose dans sa vie. Vivien commença petit, se reconstruisant une tâche impossible à la fois. Elle pratiqua le transfert du lit au fauteuil roulant sans assistance, ses bras tremblant d'effort, son souffle venant en halètement. La première fois qu'elle y arriva seule, elle s'assit en triomphe pendant 5 minutes avant de réaliser qu'elle avait positionné le fauteuil trop loin de la salle de bain et qu'elle devrait transférer en arrière et réessayer. Elle rit vraiment de l'absurdité. Elle roula elle-même jusqu'au lavabo de la salle de bain, regarda son reflet correctement pour la première fois depuis l'accident. Ses cheveux avaient besoin d'être lavés. Ses yeux avaient des cernes sombres, mais elle était toujours elle-même.
Toujours la femme qui avait bâti une entreprise réussie à partir de rien. Toujours capable de se battre. Ingrid remarqua le changement pendant leur session suivante. « Tu es différente aujourd'hui. » dit-elle, guidant Vivant à travers des exercices de renforcement des bras. Plus en colère, mais d'une bonne façon. « J'en ai fini d'être une victime, répondit Vivien, levant le poids à nouveau. Quelqu'un a essayé de détruire ma vie. Je veux savoir pourquoi. Ingrid sourit. Tu as perdu tes jambes, dit-elle, des mots qu'elle avait répétés 100 fois à 100 patients différents. Mais tu n'as pas perdu ton droit de choisir comment tu réponds. Ça, c'est toujours à toi. Vivant commença aussi à enquêter en utilisant les compétences qu'elle avait affinées en gérant des cas d'affaires complexes. Elle demanda les images des caméras de circulation du site de l'accident. On lui dit que les données avaient été corrompues à cause de problèmes techniques. Elle demanda les déclarations de témoins, trouva qu'elles avaient été scellées dans le cadre d'une enquête en cours, mais des patterns émergèrent. L'accident s'était produit exactement 2 jours après qu'elle ait dit à Corbin qu'elle voulait reporter le mariage. 3 jours après qu'elle ait demandé à voir les enregistrements détaillés de ses comptes d'investissement. 4 jours après qu'elle ait mentionné vouloir ajouter son propre avocat pour revoir leur accord prénuptial. Carter et Vivant travaillaient ensemble maintenant. 2 personnes brisées construisant quelque chose de plus fort que ce qu'ils avaient été seuls. Les connaissances en réparation auto de Carter et l'esprit juridique de Vivant faisaient une combinaison formidable. Ils traquèrent un ancien employé du parc de remorquage nommé Finn qui avait quitté peu après avoir géré la voiture de Vivien. Ne pouvait plus supporter la corruption. Finn les rencontra dans un café, nerveux et fumant cigarette sur cigarette. Bernier a apporté la voiture lui-même, dit-il, main tremblante. M'a dit de la traiter vite. Pas d'inspection détaillée. Pas de photo du système de frein. M'a payé 5 cents en cash pour garder ma bouche fermée et perdre les papiers. Il sortit son téléphone, mais j'ai gardé un enregistrement. Assurance contre quelqu'un essayant de me faire taire définitivement. Il le joua. La voix de Bernie déformée mais claire. Elle ne peut pas rester lucide là-dessus. Tu comprends ce que je dis? On a besoin qu'elle soit incapacitée, incapable de lutter contre les transferts légaux. Tout dépend de ça. Le sang de Vivien se glaça. C'était la preuve d'une conspiration, d'une intention délibérée de lui nuire, mais ça signifiait aussi qu'il s'était rendu cible en creusant trop près de la vérité. Le danger escalada rapidement. Vivant était dehors avec Ingrid un matin, pratiquant la navigation des bordures indépendamment quand un homme en veste sombre la heurta délibérément fort dans son fauteuil roulant. L'impact faillit la renverser sur la rue. Il disparut dans la foule avant que quiconque puisse réagir. Avant qu'Ingrid puisse bien voir son visage, Ingrid appela ça un accident. Vivant savait mieux. Cette nuit-là, quelqu'un cambriola l'appartement de Carter pendant qu'il et Gwen étaient chez Vivant. Rien de volé, mais chaque tiroir avait été fouillé. Chaque placard ouvert. Sur le sol de la cuisine, déchiré en 2, était une copie du document de procuration. Un message. Nous savons ce que vous faites. Arrêtez. L'attaque légale vint ensuite. Chirurgicale et vicieuse. Carter reçut une lettre certifiée des services de protection de l'enfance. Une plainte anonyme l'accusait de négliger Gwen tout en exploitant une femme handicapée vulnérable pour un gain financier. Le langage était technique, professionnel, rempli de phrases préoccupantes sur des situations de vie instables et des relations inappropriées. Quelqu'un avait fait des recherches, rendant ça assez crédible pour déclencher une enquête. À l'école, un autre enfant, évidemment coaché par un adulte, dit à Gwen que son papa était un mauvais homme qui blessait les gens pour de l'argent. Gwen rentra à la maison avec des larmes coulant sur son visage, se jeta dans les bras de Carter, et sanglota la question que chaque enfant abandonné craint. « Est-ce que tu vas me laisser comme maman l'a fait? Est-ce que tu vas disparaître ?» Carter serra sa fille pendant que son cœur se brisait en morceaux de plus en plus petits. « Je ne te laisserai jamais, promit-il, sa propre voix épaisse de larmes. Jamais. Pour aucune raison. Tu comprends? Jamais. Et quelqu'un essaya de pousser Vivant en bas d'une rampe raide pour fauteuil roulant dehors d'un café. 2 jours plus tard, seuls ses réflexes rapides sur le frein empêchèrent une blessure sérieuse. Carter installa des verrous sur chaque porte et fenêtre de l'appartement de Vivien. Ils approchaient de quelque chose que Corbin ne pouvait pas se permettre d'exposer, et il ripostait avec tout ce qu'il avait. Puis,
l'officier Ronnie se présenta à la porte de Vivant avec des menottes et des renforts. Carter est, dit-il, voix plate avec une fausse autorité. Vous êtes en état d'arrestation pour accès illégal à des dossiers privés et obstruction à la justice. Les charges étaient fabriquées, transparentes pour quiconque connaissait la vérité, mais elles étaient aussi officielles. Elles portaient du poids. Ronnie attrapa les poignets de Carter, les força derrière son dos, cliqua les menottes assez serrées pour faire mal. Vivant cria, exigea de voir les mandats, menaça d'action légale, mais ils emmenèrent Carter quand même. La dernière chose qu'il vit avant qu'il le pousse dans la voiture de police fut Gwen hurlant son nom et Vivant essayant désespérément de rouler son fauteuil roulant en bas des marches avant après eux, impuissante et furieuse et terrifiée. Dans la cellule de détention, Carter utilisa son appel unique pour la babysitter d'urgence de Gwen, une voisine qui lui devait des faveurs. Puis il s'assit sur le banc en béton et pensa aux lignes de frein, aux conversations entendues dans les couloirs d'hôpital, à la façon spécifique dont le métal apparaît quand il est coupé délibérément versus quand il lâche naturellement. Il avait travaillé dans la réparation auto pendant 6 ans avant la naissance de Gwen, s'était spécialisé dans les systèmes de frein. Il savait à quoi ressemblait un sabotage délibéré. Il esquissa l'assemblage de freins sur un bout de papier fourni par un garde étonnamment sympathique, marqua exactement où la coupe aurait été faite pour causer une défaillance catastrophique pendant une conduite normale. Ajouta des notes sur les outils spécifiques requis pour ce genre de travail de précision. Ce n'était pas une preuve qui tiendrait au tribunal, mais c'était une carte pour quelqu'un qui savait comment la suivre. Dehors la prison, Vivant passait ses propres appels, sa voix stable malgré la terreur griffant sa poitrine. Ingrid, qui avait vu trop de corruption dans ses années de travail sur des cas hospitaliers, lui apporta une page copiée du dossier médical de Vivant, une page qui aurait dû faire partie du rapport d'accident officiel, mais avait mystérieusement disparu. Elle montrait des traces de liquide de frein dans les analyses de sang de Vivant prises immédiatement après l'accident, suggérant une défaillance catastrophique de la ligne de frein pendant le fonctionnement. Vivant traqua aussi le paiement de Bernier à un employé des archives, une piste numérique que Corbin avait été assez négligent pour laisser dans ses comptes d'affaires, auxquels Vivant avait encore un accès partiel via leurs dépenses partagées pour le mariage. Seulement $500 transférés 3 jours après son accident, ligne de mémo lisant service de conseil à un employé des archives de la ville gagnant 40 000 par an. Combiné avec l'enregistrement de Finn, l'évidence médicale d'Ingrid, et l'analyse technique de Carter, ils avaient un dossier. Vivien apporta tout à un avocat de la défense criminelle, exigea qu'il rouvre l'enquête sur l'accident, et insista pour parler au superviseur de l'officier Ronnie. Ronnie avait fait des erreurs critiques. Il connaissait des détails sur l'accident qui n'étaient dans aucun rapport public, des détails que seule une personne impliquée dans la couverture saurait. Quand le superviseur l'interrogea, puis fit venir les affaires internes, Ronnie craqua en 2 heures. Il admit que Corbin l'avait payé $6 000 pour gérer l'affaire. Pour perdre certaines preuves, pour sceller des déclarations de témoins qui pourraient soulever des questions. Vivant apparut au poste de police, non comme une victime suppliant de l'aide, mais comme une femme exigeant la justice avec des preuves pour la soutenir. Elle présenta les documents méthodiquement, guida les enquêteurs à travers la chronologie, connecta chaque point avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à construire des dossiers légaux. La vérité était indéniable. Corbin avait saboté sa voiture. Il avait besoin que Vivien soit incapacité, incapable d'annuler leurs accords financiers, incapable de l'empêcher d'accéder à ses comptes d'affaires substantiels et ses biens immobiliers. La procuration était son objectif final, son chemin vers un contrôle complet. Carter fut relâché en 3 heures. Toutes charges abandonnées avec des excuses. Mais Vivant n'avait pas fini. Elle rentra à la maison seule ce soir-là, épuisée, ne voulant rien de plus que s'effondrer. Elle déverrouilla sa porte et roula à l'intérieur. Les lumières étaient éteintes, ce qui était étrange parce qu'elle les avait laissées allumées. Puis Corbin sortit des ombres à côté de sa bibliothèque. « Tu as fait une erreur, Vivien, dit-il calmement. » Son masque était complètement tombé maintenant. Pas de charme, pas de prétention de préoccupation. « Je ne t'ai jamais aimé, dit-il simplement, conversationnellement, comme discutant de la météo. J'aimais ce que tu représentais. Argent, connexion, statut social, et tu étais sur le point de tout enlever, n'est-ce pas? Annuler le mariage, séparer nos finances, exposer mes affaires. Il s'approcha plus près de son fauteuil roulant. Tu ne pouvais pas juste être reconnaissante pour ce que je t'offrais. Tu devais poser des questions. Pourquoi?
Il attrapa les poignées du fauteuil roulant brutalement, commença à la pousser vers l'escalier au bout de son couloir. Vivant n'agrippa les accoudoirs, la terreur inondant son corps comme de l'eau glacée. « Tu as peur ?» dit-elle, voix tremblante mais claire, refusant de supplier. « Peur que même dans ce fauteuil, je sois plus forte que tu ne le seras jamais. » La main de Corbin se dirigea vers le relâchement du frein. « On verra ça. » La porte d'entrée s'ouvrit en grand. Carter surgit, avait été relâché 10 minutes plus tôt, et avait couru tout le chemin, arrivant juste à temps. Il se jeta entre Corbin et les escaliers, attrapa le fauteuil roulant, tira Vivant en sécurité avec une force née d'un désespoir absolu. Corbin frappa sauvagement, son poing connectant avec la mâchoire de Carter assez fort pour faire claquer sa tête en arrière. Mais Carter ne tomba pas. Il avait passé des années à travailler le labeur physique, survivant avec rien, protégeant sa fille d'un monde qui s'en fichait. Les muscles de gym corporate de Corbin n'étaient pas à la hauteur. Carter bloqua le coup suivant, tordit le bras de Corbin derrière son dos, et le maintint face contre le sol jusqu'à ce que les sirènes de police remplissent la rue. Différents officiers vinrent cette fois, affaires internes, enquêteurs d'État, des gens qui ne pouvaient pas être achetés. Finn avait soumis son enregistrement officiellement. Ingrid avait fourni des preuves médicales via les canaux appropriés. Le nouvel enquêteur principal avait trouvé les paiements de Bernie et les avait tracés jusqu'au compte caché de Corbin. Ronnie était déjà en garde à vue, faisant un deal pour se sauver en témoignant contre tous les autres impliqués. Ils menottèrent Corbin là dans le couloir de Vivant. Tandis qu'il le faisait passer devant son fauteuil roulant, il regarda en arrière avec une fureur froide. « Tu seras toujours juste une femme en fauteuil roulant. » dit-il, essayant de la blesser une dernière fois. Vivien croisa son regard sans ciller. « Je préfère être dans ce fauteuil avec ma dignité que debout sur mes pieds avec une âme aussi vide que la tienne. » Les procédures légales prirent des mois, mais l'issue n'était jamais en doute. Corbin fut condamné pour tentative de meurtre, conspiration, fraude à l'assurance, manipulation de témoins, et 8 autres charges. Bernie suivit. Ronnie perdit son badge et fit face à son propre procès criminel. Le dossier de Carter fut effacé complètement. La plainte de protection de l'enfance rejetée comme fiction malveillante conçue pour intimider un témoin. Vivant reprit le contrôle légal complet de sa vie, ses finances, son avenir. Elle dissolut les arrangements d'affaires qu'elle avait faits avec Corbin, récupéra l'argent qu'il avait déjà siphonné, et découvrit qu'elle était en fait plus riche sans lui qu'elle ne le réalisait. Mais la vraie victoire était plus calme, plus difficile à quantifier, et infiniment plus précieuse. 8 mois après l'accident, Vivien reprit le travail, pas dans son ancien bureau avec ses salles de conférences inaccessibles et ses cabines de toilettes étroites, mais de chez elle. Consultant à distance avec des clients qui apprirent rapidement que son handicap n'avait pas diminué ses capacités. Elle participait à des réunions par vidéo, fournissait des analyses stratégiques qui doublaient les revenus des entreprises, et prouvait qu'on n'avait pas besoin de se tenir dans une salle de conseil pour imposer le respect. Son premier projet majeur post-récupération fut d'établir une organisation à but non lucratif qui aidait à réaménager les maisons pour l'accessibilité en fauteuil roulant. Elle offrait des prêts sans intérêt et coordonnait le travail bénévole, rendant possible pour les gens sans ressources de maintenir l'indépendance chez eux. Gwen suggéra de l'appeler New Doorway, et le nom resta. Carter trouva un emploi dans un centre de réhabilitation où son expérience à s'occuper de vivants le rendait inestimable. Son manager louait sa patience, son attention aux détails, sa compassion genuine qui ne pouvait pas être enseignée. Il vivait encore modestement dans le même appartement, mais le désespoir avait disparu. Il pouvait se permettre les courses et les médicaments, pouvait économiser de petites sommes pour l'avenir de Gwen, pouvait respirer sans panique financière constante. Un après-midi, Vivien roula elle-même jusqu'à l'école de Gwen pour la chercher, quelque chose vers quoi elle avait travaillé pendant des mois. Elle navigua les trottoirs indépendamment, se positionna près de la sortie et attendit. Quand la cloche sonna, Gwen surgit des portes, sac à dos rebondissant, et son visage s'illumina comme un lever de soleil quand elle vit Vivien là. « Mademoiselle Vivi, tu es venue toute seule. » Gwen jeta ses bras autour de Vivien, enfouit son visage dans son épaule. D'autres enfants se rassemblèrent autour, posant des questions sur le fauteuil roulant avec la directivité rafraîchissante des 8 ans. « À quelle vitesse ça va? Peux-tu faire des tricks? Est-ce que ça a un moteur? » Vivant répondit à chaque question honnêtement. Leur montra comment les freins fonctionnaient. Les laissa voir que différent ne signifiait pas cassé ou moins que.
Plusieurs parents regardaient avec des expressions qui avaient changé de pitié à quelque chose comme de l'admiration. Ce soir-là, Carter prépara le dîner dans la cuisine de Vivant pendant que Gwen faisait ses devoirs à la table. Lang sortit en concentration. Ils étaient tombés dans des rythmes qui ressemblaient à une famille. Silence confortable et conversation facile. Après que Gwen soit allée au lit, serrant son lapin en peluche, Carter et Vivant s'assirent dans le salon. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves, » dit Vivien soudainement, brisant le silence. « J'ai besoin que tu comprennes ça. » Carter sourit. Ce sourire doux qu'elle avait appris à reconnaître comme une honnêteté pure. « Je sais. Je l'ai toujours su que ce n'est pas ce que c'est. Mais je te veux ici, » continua Vivien, choisissant ses mots soigneusement. « Je veux que tu restes. Pas comme mon soignant, pas comme quelqu'un qui a pitié de moi. Comme quelqu'un qui choisit d'être ici, » finit Carter. Quelqu'un qui voit exactement qui tu es et ne va nulle part à moins que tu me le demandes. Vivien tendit la main vers la sienne. « Peux-tu m'aider avec quelque chose ?» Carter se leva, incertain. Elle déverrouilla les freins de son fauteuil roulant. « Je veux me tenir debout juste pour une minute. Tiens-moi. » Il comprit. Carter se positionna devant elle, la laissa agripper ses épaules pour le soutien. Il la souleva doucement, supportant tout son poids contre lui, et ils oscillèrent légèrement en trouvant l'équilibre ensemble. Ses pieds ne touchaient pas le sol, mais la position ressemblait à une danse, à quelque chose de plus honnête que la musique. « Je ne peux pas marcher, » murmura-t-elle, son souffle chaud contre son cou. « Mais je n'ai jamais été plus grande que je ne le suis maintenant. » Ils restèrent comme ça pendant plusieurs battements de cœur. Deux personnes qui s'étaient sauvées mutuellement de façon qui n'avait rien à voir avec des fauteuils roulants ou la mobilité. Puis Carter la reposa soigneusement dans le fauteuil, ajusta les repose-pieds, et s'assit à côté d'elle. Plus tard, quand Gwen sortit en trottinant dans son pyjama licorne, demandant de l'eau, ils finirent tous par regarder un film ensemble sur le canapé. Gwen endormit entre eux avant que les crédits d'ouverture finissent. Vivant regarda cette famille accidentelle qu'ils avaient construite à partir de tragédies et de choix et de rester quand partir aurait été plus facile. Le fauteuil roulant était posé à côté d'eux. Plus un symbole de tout ce qu'elle avait perdu. Juste un outil. Juste une partie de la vie de Vivant. Comme le sac à dos de Gwen était partie de la sienne. Comme le badge de travail de Carter était partie de la sienne. Le ruban que Gwen avait attaché à la poignée des mois plus tôt était fané maintenant. Les clochettes ternies. Mais encore là, un petit morceau de magie qui avait, contre des odds considérables, réellement fonctionné. La guérison ne signifiait pas récupérer ses jambes. Ça signifiait reclin son voix, ses choix, son droit d'être aimé, non malgré son fauteuil roulant, mais comme une personne complète qui en utilisait un. Carter ne l'avait pas sauvé du handicap. Il était resté à ses côtés pendant qu'elle apprenait à se sauver elle-même, et ça avait fait toute la différence dans leur deux vies. Spike planted. Last player standing. Oh my god, what if I ninja? Nice try. They would have heard it. No, like what if I just sit Oh, just there stayed and there the entire time. Let's Yeah. see what's there. Oh, sweet, I just want to play here. I'll find you. Fuck, I missed my eye. Marked one. Sword. Smoke's down. I can shoot that. Yeah, yeah. No blind, no blind. One out. Oh, one out, I think. Bring them down. I lied. I fucked somebody out. Or else they would have came out. Yeah, Maybe I had to Phoenix. have done a lot of damage. Oh.
And our arts are good. Carrot. We gotta play for time. Bring them down. We go behind you. Probably be man. Okay, so Or not be man. 1D. No, two on A. We died on it. 30 seconds left. Spike planted. Phones, you guys are fucking clueless. I'm saving. Last player standing. I don't know. Oh, they're duoed. Who? Waylay and Kimber. Wash up, man. Keep fighting. Rest is overrated. The sad part is Waylay lives on this game. I'll find you. Nothing A. All can be. Get out of my way. Wait, be right. We'll catch them. Have a good play. Bring them down. You had your fun. Spike my down. turn. Bring them Why were you smoking? down. One enemy remaining. In this one. Don't peek. I'm one. Bye. Weapon here. Everyone having fun? If you're not, you're in the wrong line of work. No, I did that on purpose. I feel like they're just gonna come here. Why am I like so like we're winning 9-7, but I just feel so like fucking defeated. Yeah, me too. Like I don't even like I don't even feel like we're winning. yeah, me too. I didn't I even don't realize. feel like we're Like winning. I'm just like I'm Find so you. upset. I feel like A. Marked one. Launching smoke. Take hold. Oh, What? he's backside dugout right now. He just jumps out of the phone. Last player standing. Spike planted. One captain at the bucket. Beautiful. Waylay, are you upset? No. Like you're peeing in everybody's body. You must be upset. I just wish you guys went down. Did you get yours? What? Did you get yours? My knees are gonna kill after this. Wait, answer the question then. No, I'm asking, did you? I asked you. Wait, did you use yours? No, I did not. What about you? No, I didn't get mine. Maybe we can both get ours this round. We can win, too. Yeah, Timber, your boyfriend can talk for himself. No, he can't, bro. Together. I'll talk for him. Yo, my chamber's a fucking pussy in real life, so don't worry about it. No. Where no, are He you? knows I'd listen to him. Nothing A unless they hit from it. It's B. No legit. I hear nothing B. Bring them No, down. it's B. They're shifting. They definitely dodged the eye. A. Yeah. Catch them. Fine. Bring them down. Blind with fear. One blinding. Spike planted. My ult. We won our
One art, one main. One enemy remaining. My ult ready. Nice, guard. I didn't get mine. Oh my god. You're still talking? Stay alive. I want their life, not yours. Anyone feeling generous? I'm a rookies. Just I'm take your so life. rookies. Thank you. Oh yeah, when I said this guy lives on the game, he has 300 games played this out. How much do we have? Because we play every day. We have nowhere near that. We Oh. like barely have like, I think we barely have 100 and maybe 10 or something. Oh. You want Where to are play? Let's play. Broke my eye. Bring them down. Hold on, I think. Certain art. Mare, take them! That's fine. Could be through it. One more. What the fuck are we doing? I got mine for this round and mine for last round, bro. You proud of me? Oh shit, they're gonna go ahead. Plenty. Plenty A. Spike It planted. was a clove up planted. I have an eye. Closer. We'll catch them. Where are He's out there. Last player Two. standing. silence, Dream Seer? No, 40, bro. Reset my ult. No one's gonna Need a drop. give you what you want. Work for it. I'm playing it. Who? You. Venti. Nah, guys, I'm him, bro. You ready for this 2K? Yo, Bren, get ready to smoke. My You know ult's your not whistle? ready. Yes, sir. I don't think he knows. Thank you for informing me. I'll find you. Bring them down. Bring them down. Joke's over. You're dead. We found one. One's blinded. Oh my god. Lucky, Bren. Face your fear! Spike planted.